Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde pour cette nouvelle édition de votre émission de débat dominical politiquement incorrect. Le chef de l'État a ordonné cette semaine l'arrêt des poursuites contre 289 personnes interpellées pour des délits commis dans le cadre de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Une mesure de clémence du président Paul Biya qui traduit selon certains sa volonté de permettre à ceux des jeunes compatriotes de ces régions désireux de renoncer à la violence et de revenir dans le droit chemin, de pouvoir de nouveau participer à l'œuvre de construction nationale. C'était d'ailleurs la teneur du communiqué signé par le ministre secrétaire général à la présidence de la République cette semaine, Ferdinand Ngongor. À travers cette mesure d'amnistie, Paul Biya joue donc la carte de l'apaisement, selon quelques tabloïds parus cette semaine pour tenter d'étouffer des velléités de radicalisation sur le terrain. Dans la première dorsale de cette émission politiquement incorrecte ce dimanche, nous analysons le contexte et les enjeux de cette décision présidentielle. En deuxième thématique, nous parlerons des abus constatés dans les gardes à vue et les détentions provisoires. Cette semaine également, Laurent Esso, ministre d'État, ministre en charge de la justice, garde des Sceaux, a plaidé pour un respect du code de procédure pénale. Une solution qui pourrait donc désengorger les prisons camerounaises en surpopulation carcérale, selon quelques observateurs avisés. Cette prescription du Minjustice pourrait-il produire l'effet escompté? L'administration de la preuve, en tout cas, est attendue. Et nous, autour de ce plateau ce dimanche, nous ouvrons le débat sur cette autre problématique. En troisième thématique, le Cameroun pourra-t-il faire véritablement infléchir la coupe de la corruption? Ce fléau était d'ailleurs au cœur d'un colloque international tenu à Yaoundé cette semaine, et le sujet est inscrit en troisième thématique de cette émission politiquement incorrecte. Cette émission ce dimanche admet l'interactivité. Vous pouvez donc participer activement au débat par SMS au 695 38 79 46, 695 38 79 46 et par WhatsApp au 651 94 11 31. A tout de suite. Je vais rapidement décliner le profil de ceux qui ont accepté d'être avec nous ce dimanche dans le cadre de cet amphithéâtre dominical sur LTM. Maître Fidèle Ndjoumbissi est avocat au barreau du Cameroun. Il est également issu de la formation politique, le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Maître, merci d'être venu ce dimanche. Bonjour, je salue tous les téléspectateurs de LTM et mes companélistes ici présents. Et j'espère que nous allons échanger dans la cordialité et également éclairer de façon suffisante nos compatriotes sur les thématiques qui sont proposées. Juste en face de vous, on a donc Maître Achou Julius Ngotabé, barista. Bon dimanche et merci de nous avoir retrouvés. Vous êtes également avocat au barreau du Cameroun, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Merci d'être venu. Oui, bonjour Yves et merci de m'avoir invité. Bonjour les co-panélistes et les téléspectateurs. Juste à proximité de vous, on a leader de la société civile, Philippe Nanga. Merci d'être venu ce dimanche dans le cadre de cette livraison politiquement incorrecte. Bonjour et je salue toutes les téléspectatrices et tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. C'est toujours un plaisir d'être là à partager avec le monde national et international la vision de la société civile et en particulier la vision du monde avec sur les questions qui affectent le quotidien des Camerounais. Alors je rappelle qu'on attendait un quatrième invité qui va certainement nous rejoindre en cours d'émission. Il s'agit de Maître Fou John So, autre avocat inscrit au barreau du Cameroun. On va rapidement ouvrir les hostilités ce dimanche avec la première thématique et je voudrais m'adresser à Barista, Maître Achou Julius Ngotabé. La mesure présidentielle, d'abord pour clarification, est-ce que cette mesure qui concerne les 289 détenus
concerne les cas aussi de celui de Siseko Ayuk et compagnie. Non, je pense que lorsqu'on lit, n'est-ce pas, le texte qui a été publié par le SG de la présidence, on se rend compte qu'il s'agit, n'est-ce pas, des gens qui ont commis des délits. Et dans notre code, n'est-ce pas, on a défini, n'est-ce pas, les infractions. Donc c'est un peu classifié. Comme il y a la contravention, le délit et les crimes. Et lorsqu'on a mentionné que les délits, cela suppose qu'on a vérifié les dossiers de ceux qui sont libérés pour constater qu'ils ne sont pas vraiment mêlés dans la commission des crimes, n'est-ce pas, ni la commission des contraventions. Donc c'est que les délits, n'est-ce pas, qui sont des infractions punies d'un emprisonnement d'entre 10 jours et 10 ans. Bon, moi je pense que c'est une mesure que le chef de l'État a décidé, c'est à cause de ça que le chef de l'État a décidé que bon, il faut d'abord qu'on les élargisse. En même temps, c'est une main tendue, n'est-ce pas, de la paix, de ceux qui ont décidé de prendre le maquis, n'est-ce pas, contre le régime, contre le système, en disant qu'on n'a pas besoin de prendre les armes, n'est-ce pas, pour exprimer, n'est-ce pas, notre désir. Nous sommes dans la démocratie et chacun est libre de dire ce qu'il pense. Et comme, sans, n'est-ce pas, sans influencer, n'est-ce pas, sans aller contre la loi. Maître Philen Djoubissi, cette semaine, sur cette question, le journal Le Messager parlait d'enfumage et d'impuissance. Est-ce que ces deux qualificatifs conviennent à cette décision présidentielle au regard du contexte? Oui, je pense que le régime en place, et personnellement le président de la République, ne montre pas une volonté ferme de résoudre cette crise. Donc, il procède par quelques petites solutions, alors qu'on attend qu'il prenne des grandes résolutions et sur le plan de l'approche et même sur le fond, il ne donne pas satisfaction parce que l'approche voudrait qu'on ouvre d'abord le dialogue et qu'on résolve complètement la crise. C'est-à-dire qu'il y ait un dialogue au cours duquel il y a accord. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on crée une commission, par exemple, de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, pendant que la guerre est encore en cours et sans qu'on ait obtenu un accord. Parce que c'est ce qu'on dit, poser la charrue avant le bœuf. Si on avait fait une conférence, par exemple, on peut appeler ça n'importe comment, mais une réunion au cours de laquelle tous les belligérants se retrouvent autour d'une table et on tombe d'accord sur les résolutions de la crise. À ce moment, on peut commencer à penser au désarmement, à la démobilisation et à la réinsertion. Bon, maintenant, il vient nous surprendre avec la libération de quelques personnes qui ont été interpellées, c'est-à-dire dans le cadre, comme Maître Achou vient de l'indiquer, c'est-à-dire des personnes qui ont commis des délits, des petites infractions. Et que nous savons que la plupart de ceux qui sont poursuivis et qui sont intéressés au premier chef dans cette crise, c'est ceux auxquels on reproche des crimes, c'est-à-dire par exemple apologie de terrorisme et tout, pillage et atteinte à la sûreté de l'État et autres. Donc, nous pensons par exemple à l'un des leaders, BBC Manchot, qui au début de la crise, revendiquait seulement l'amélioration des conditions de vie à travers la décentralisation. C'est-à-dire, nous nous souvenons qu'il avait porté un cercueil pour aller chez le délégué du gouvernement pour signifier, pour matérialiser les conditions de vie, les conditions dans lesquelles les populations de ces régions vivent. Et que la décentralisation qui a été instituée depuis la loi de 1996 qui modifiait la Constitution de 72 n'est pas implémentée, et que si cette décentralisation a été implémentée, ces régions-là devaient profiter des ressources produites par ces régions et également les ressources qui proviennent de l'État, parce qu'avec la décentralisation, il faut que l'État transfère les ressources et également les ressources qui sont produites localement doivent servir au développement des populations. Donc, nous pensons que c'est de l'enfumage, comme dit le messager, c'est-à-dire on essaye un peu de donner l'impression qu'on veut résoudre la crise, alors que fondamentalement, il n'y a pas une volonté ferme de résoudre la crise.
Philippe Nanga, le chef de l'État Paul Biya, selon la teneur du communiqué signé par Ferdinand Ngongor, voulait démontrer à suffisance qu'il a une volonté réelle de résoudre de manière pacifique, a-t-il écrit, la crise qui paralyse ces régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Le cas, par exemple, de ceux évoqués de Mancho BBC ou encore de Sissé Kouayok, interpellé au Nigeria et placé sous mandat de dépôt aujourd'hui, devrait être également compris dans ce package des personnes bénéficiant de cette mesure de clémence-là pour un apaisement et une démarche vers la résolution pacifique du dit conflit. Évidemment, parce que c'est pas moi qui dis, hein. Le Premier ministre Peter Mafani a fait une tournée dans le nord-ouest, il a fait un rapport. Si vous regardez son rapport, sa dernière tournée, dans le cadre de sa mission de la commission, il a produit un rapport et dans ce rapport-là, l'une des conditions, c'est la libération des détenus. Donc tous ceux qui ont fait des suggestions dans le cadre de cette crise ont demandé la libération des détenus. Donc quand on parle de dialogue inclusif, justement, c'est qu'il faut prendre en compte tout le monde. Quand on est dans une crise, c'est comme ça qu'on commence par faire. Je pense que je sais pas au bénéfice de qui le président de la République a choisi d'utiliser une méthode de gagner du temps. Je ne sais pas au bénéfice de qui, parce que on voit très bien que depuis plus de 2 ans, on lui propose, on lui suggère des solutions, et il joue à l'esquive à chaque fois, et il fait le choix de faire du coup par coup. Donc un coup il vous sort la création d'une commission du bilinguisme, un coup il vous sort la mise en place d'une commission. Pour des amendements. Ce qu'il a mis en place pour l'aide humanitaire. Un coup c'est la commission pour le désarmement, un coup c'est 280 personnes qu'on sort comme ça. Donc je pense que cette solution, cette approche du coup par coup n'est pas une bonne solution, ça c'est clair. Et bien que là, nous on observe qu'elle rentre en droite ligne du système de gouvernance, n'est-ce pas, du président Biya, qui agit toujours par esquive et par pourrissement. Si l'affaire ne s'est pas considérablement dégradée, il ne va pas réagir. Et donc il va jouer toujours à l'esquive comme s'il n'écoutait pas. Et malheureusement, il y a des victimes qui s'enchaînent à chaque fois. C'est pas une solution, ça peut pas être une solution de faire sortir 280 personnes, parce que je vais vous dire, il y a certainement des gars qui sont sortis, qui étaient à l'intérieur avec leurs amis, avec leur famille, avec leurs proches, mais qui eux sont sortis en laissant leur famille, leurs proches, leurs amis là-bas. Vous pensez qu'ils se sentent à l'aise à l'extérieur, sachant que leur famille, leurs amis, leurs proches sont là-bas? Non. Au contraire, c'est maintenant qu'ils sont en prison. Parce qu'ils étaient encore mieux avec leur famille, leurs amis, leurs proches là-bas, en prison. Maintenant que vous les sortez et laissez d'autres là-bas, eh bien, ils ne peuvent pas se sentir à l'aise. Je pense qu'il faut régler ce problème-là. Il y a beaucoup d'incongruités. Les avocats sont là. Tous ceux qui sont poursuivis sont poursuivis dans les tribunaux militaires. Est-ce que les délits mineurs sont jugés dans les tribunaux militaires? Il faut peut-être nous dire. Je ne pense pas. Donc, il y a des incongruités comme ça qu'on peut relever pour montrer qu'il y a comme une fuite en avant et on ne sait pas où est-ce qu'on veut aller. On prend des décisions et si vous regardez, la note du secrétaire général dit 286 personnes. Après, il y a une liste, une répartition par prison. Quand on comptabilise, ça donne 296. Donc, c'est plus que ça. Donc, vous voyez qu'il y a tellement d'erreurs, tellement de problèmes. Vous vous demandez, est-ce qu'ils s'asseyent ensemble souvent pour réfléchir avant de prendre des décisions? Ou bien il y a un mec là-bas qui prend une décision, qui envoie un autre plan d'une autre décision, et du coup, il n'y a pas de coordination. Je pense que nous parlons à chaque fois ici, et c'est bien que les médias, vous faites votre travail, et de nous faire parler, de nous faire interpeller le président de la République. D'ailleurs, Le Monde à venir comme une communication qui va être diffusée cet après-midi là-dessus, pour dire au président de la République, mais non, ce n'est pas ce qu'on demande. On demande d'ouvrir un espace concerté, n'est-ce pas, participatif, pour régler durablement et définitivement ce problème-là.
Il ne s'agit pas de prendre des mesures au coup par coup, de gagner du temps en faisant mourir des gens. Parce que, figurez-vous, pendant qu'on fait sortir 300, 290, il y a des morts le lendemain. Il y a encore des familles qui ont perdu des maisons, il y a des villages qui ont été brûlés, rasés. Donc, on n'a pas du tout avancé. Maître H. Julius Ngotabé, tout à l'heure, Philippe Nanga évoquait quand même une problématique. Ces personnes étaient poursuivies dans le cadre de délits, mais c'était devant le tribunal militaire. Sissé Kouayouk et compagnie également font face à la justice devant cette même juridiction. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de deux poids de mesure? Non. Vous devez savoir que lorsque le tribunal militaire poursuit, n'est-ce pas, des individus, n'est-ce pas, ils sont en face de mener des enquêtes d'abord. Et vous devez noter également que non seulement ils sont compétents en matière de crimes, mais avec des infractions connexes. Lorsqu'il y a connexité, n'est-ce pas, entre la commission des crimes, n'est-ce pas, et des délits, le tribunal militaire peut toujours, n'est-ce pas, statuer sans problème. C'est légal. Mais il faut qu'on d'abord réjouisse du fait que certains Camerounais ont quitté la prison. Monsieur, vous ne connaissez pas. Moi, en tant qu'avocat, j'ai visité les prisons et je vois la condition dans laquelle les Camerounais vivent. Je suis d'abord content que ces gens-là sortent de la prison. C'est au moins d'abord ça que je regarde. Si vous dites qu'en sortant de la prison, ils sont en prison, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'on n'est pas menti, il faut seulement les remplacer pour comprendre mieux. Parce que si vous pouvez le faire, vous pouvez aller là-bas et dire, bon, je remplace Sissé Kouayouk pour prendre sa place et vous qui sortent, pour que vous sentez vous-même comment ça se passe là-bas. Vous savez, pour le moment, c'est le président Biya qui est chef de l'État. Vous n'en déplaise. Vous voulez ou ne voulez pas, c'est le chef de l'État. Cela veut dire qu'il prend ses décisions en fonction de certains critères que vous, en tant que Camerounais, ne peut que aimer un avis, soit bon ou mauvais. Mais il prend ça dans sa globalité. Il faut imaginer que vous êtes président de la République. Certains individus prennent les armes contre vous. Vous allez, n'est-ce pas, vous allez les laisser avant qu'ils déposent les armes. Il a dit, s'il vous plaît, quand vous parlez, je ne vous ai pas intervenu. Je n'ai pas intervenu. S'il vous plaît, il a dit, ok, dépose les armes. Parce que la première des choses, c'est que lorsque vous déposez les armes, c'est là que vous allez créer une atmosphère propice, n'est-ce pas, pour parler, pour les négociations, pour discuter entre Camerounais. Il ne dépose pas. On vient à l'audience, on dit, mais il dit qu'ils ne sont pas les Camerounais. Vous voulez qu'un chef d'État fait quoi? Il commence toujours à suivre les logiques. Nous voulons la paix, nous tous. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, ils ont des armes. Vous voulez qu'on parle avec les gens avec les armes? Moi, je ne trouve pas que ce n'est pas juste. C'est pas juste. On peut parler avec les gens qui marchent avec les armes. Et en plus, ils ne sont pas contrôlés. Parce qu'ils sont en faction. C'est des milices. On ne peut pas parler avec des milices qui n'ont pas de commande centrale, qui ne sont pas identifiés, qui sont là comme ça. Ils jaillissent et disparaissent. Ils font le cache-cache. Ils attaquent le militaire ici, ils attaquent là-bas, ils disparaissent. Et ça cause, n'est-ce pas, le problème au niveau de la population parce que, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il vient, par exemple, il commence à attaquer par cet immeuble. Avant l'arrivée des militaires, ils vont fuir, n'est-ce pas, en laissant les gens, ceux qui sont dans l'immeuble. Vous, le militaire, quand vous venez, n'est-ce pas, pour contrer cette attaque, vous avez aussi peur de mourir. Cela veut dire que vous avez ouvert le feu à tout ce qui est là-dedans. Et c'est ça, ce qui se passe. Vous ouvrez le feu, n'est-ce pas, sur l'immeuble. Et il y aura des dommages collatéraux. C'est ça que qu'à chaque fois qu'on voit ces choses-là, il faut qu'on voit ça dans sa globalité. Ne restons pas que, bon, je soutiens telle personne ou telle autre. Il faut que je revienne sur quelque chose que les gens n'ont pas compris avec BBC. Comme mon confrère vient de le dire, il a dénaturé les faits. BBC, quand il a commencé avec son cercueil, c'est pour les problèmes des routes à Bamenda. Il avait le soutien de presque tout le monde. Parce que les routes à Bamenda sont mauvaises. Mais lorsqu'il a constaté qu'il a eu une suivi, il s'est transformé en politicien. Lorsque le politicien veut parler, n'est-ce pas, de la politique au Cameroun, lui aussi il montait sur le podium avec les t-shirts de Southern Cameroun pour parler. Alors que son but original n'était pas ça. Bon, moi je ne veux pas entrer dans les détails, mais il faut qu'on essaie de comprendre ce qui se passe dans ce pays. Un chef d'État ne regarde pas un seul côté des choses. Il regarde tout dans sa globalité. Et quand il prend ses décisions, c'est parce qu'il a eu des informations un peu partout. Ne sois pas surpris qu'il a pour parler avec ceux qui sont même en brousse. Ne sois pas surpris. N'est-ce pas qu'il y a des ententes entre certains parmi eux? C'est comme ça un chef d'État dans son secret. Bon, lorsque nous qui sommes sur la rue, là, on regarde,
on pense qu'il ne fait rien, il fait quelque chose. À mon avis, il a tendu la main. Il a créé des commissions que bon, voilà une commission, par exemple, des armements. On a nommé un administrateur chevronné qui est reconnu partout que bon, voilà, monsieur, qui est capable de faire des choses. On dit, ok, dépose vos armes. Vous serez encadré par cette commission. Si vous avez peur, n'est-ce pas, des administrations autres, cette commission qui est en dehors de l'administration, va vous encadrer et vous réinsérer dans la société. S'ils ne déposent pas les armes, nous avons dans les militaires, pourquoi? Notre militaires, ils vont riposter, ils vont réagir. C'est ce qui se passe. Et en fin de compte, qui subit? C'est la population qui n'a pas demandé ça. Moi, j'ai estimé que nous sommes au Cameroun et c'est la démocratie. Si vous voulez, vous pensez que c'est la sécession, utilisez les moyens démocratiques. Moi, je serai d'accord avec vous. Venez, n'est-ce pas, démontrer que vous êtes populaire, vous avez le soutien. Mais lorsque vous prenez l'exemple, c'est là que vous êtes faible. Vous n'avez pas à assumer, n'est-ce pas, vos responsabilités. C'est pour raison que vous forcez la population de vous suivre. Or, ce n'est plus la démocratie, c'est la dictature. Moi, j'estime que si ceux qui sont en prison déclarent aujourd'hui que bon, on a décidé qu'on dépose les armes, on ouvre, n'est-ce pas, la vanne pour les pourparlers, pour la paix, pour la discussion entre Camerounais, beaucoup de choses vont arriver. Maître Fidèle Djoubissi, il y a donc visiblement une volonté du chef de l'État. Il y a cette main tendue, tout à l'heure qui est évoquée par Barista. Le président veut véritablement que l'on s'achemine vers un dialogue, mais il y a des préalables et c'est peut-être l'objectif des différentes commissions et comités qui ont été mis sur pied. Quand on regarde la chronologie des événements, il y a la contribution des Camerounais qui ont été sollicités dans le cadre d'un plan d'urgence pour la reconstruction de ces zones-là. On parlait de plan Marshall. Puis il y a eu la commission de Moussongué qui arrivait pour recueillir les avis et les frustrations de la population. Enfin, il y a un comité de désarmement et de démobilisation, de réinsertion qui a également vu le jour. Et pour terminer, dans cette démarche-là, le chef de l'État a décidé de remettre en liberté 289 personnes. Est-ce qu'on ne peut pas y voir une volonté manifeste d'aller vers une résolution pacifique de ce problème? Moi, je parlerai comme Philippe Nanga a dit tout à l'heure, ça dit il procède par à-coups. Et on ne règle pas une telle crise de cette façon. Et nous avons toujours dit que ça doit être résolu de façon globale. Je suis content que mon confrère aîné, Maître Achou, parle de résolution globale, mais ce n'est pas ce qui se passe. Il fait des résolutions parcellaires. On devrait commencer par là où il faut commencer, c'est-à-dire commencer par ouvrir le dialogue, parce que... Avec des personnes armées, vous souhaitez qu'on dialogue avec des personnes qui ont des larmes? Il y a des leaders, il y a des leaders bien connus. Il y a des leaders. Est-ce que... Les doléances. Oui, mais on commence par là. Avec les milices. Il faut commencer d'abord par dialoguer. Avec qui Maître Fidèle Djoubissi? Le dialogue se fera véritablement avec qui? Ça, c'est de la diversion. N'est-ce pas? Rappel à ce souvenir que, mais qu'est-ce qui se passe là? Est-ce que c'est bien? Donc, c'est nous en bas là qui causent ces problèmes. C'est pas, n'est-ce pas, le système. Non. Parce que si c'est le système, n'est-ce pas, ça doit être les institutions qui viennent en haut. Mais c'est nous-mêmes qui décident. Mais comme le commandant du groupement là, il a sa cellule qui est comme une prison. Est-ce que c'est les institutions? C'est le régime. Attends, il a été dénoncé plusieurs fois. Si c'est le régime, n'est-ce pas? On ne le sanctionne pas. Ça devait... C'est là qu'il a reçu les institutions. Mais oui, il a les institutions, puisque... La hiérarchie devait le censurer. La hiérarchie devait le censurer. Puisque ce commandant, il est dénoncé. Mais oui, c'est ça. Et c'est connu. C'est ça. C'est de la hiérarchie n'agit pas comme vous pensez. Voilà. Il faut des enquêtes, il faut des dossiers, il faut des procédures. L'État a un manuel de procédure qu'on suit. C'est pas parce que vous parlez qu'on va vous suivre. Là, c'est le manuel là qui a des problèmes alors. Ah, c'est le manuel a été voté par les députés. On prend tout le temps alors. Oui, c'est ça. Maître Fidèle. Maître Fidèle Djoubissi, pour qu'on évolue avec cette thématique, comment on fait pour sortir d'une telle impunité? Il sera très difficile parce que le régime en place a institué l'impunité. Comme vient de dire mon grand frère aîné, Maître Achou, mon confrère aîné, le régime fonctionne avec l'impunité et avec pour sous-bassement la corruption.
Parce que ce commandant qui vient d'invoquer là, c'est ce que les sociologues appellent le patrimonialisme. L'État camerounais est patrimonial. C'est-à-dire que lorsqu'on vous a donné une charge, lorsqu'un fonctionnaire bénéficie de la gestion d'une charge, ça devient sa boutique. Parlons, ça dit, pour parler comme au quartier, c'est sa boutique. Donc ce commandant-là, cette brigade-là, désormais c'est sa boutique. Donc on vient, on paye. Je crois que dernièrement, nous avons fait un débat ici sur le service, sur la gratuité du service public, au cours duquel j'ai évoqué cette affaire de l'État patrimonial. Donc, comme le régime fonctionne avec la corruption, et je me souviens une fois, il y a longtemps, je crois quelques années après la décision de la dévaluation, quand les conditions de vie étaient devenues très difficiles, le pouvoir d'achat s'était complètement effrité au Cameroun. Le président de la République est allé en France, on lui a tendu le micro, on lui a parlé de la corruption. Il a dit, comment voulez-vous que dans un pays où on a réduit le salaire à deux tiers, où il y a la dévaluation, où le pouvoir d'achat est devenu faible, comment voulez-vous que les gens vivent? Donc lui-même, il a cautionné la corruption. Donc son régime fonctionne avec la corruption. Et un autre élément, c'est de voir comment ils font la campagne électorale, que ce soit les législatives municipales ou la présidentielle qui vient de se passer. Tous ceux qui ont des charges, c'est-à-dire qui ont des postes, comme on dit au quartier, des postes juteux, quand ils vont en campagne, le RDPC ne leur envoie pas l'argent. Ils utilisent l'argent des fruits de la corruption pour faire la campagne. Donc ce régime fonctionne avec la corruption. Donc si vous mettez fin à l'impunité et à la corruption, le régime demain tombe. Donc pour mettre fin à ça, il faut dégager ce régime. C'est ça la solution. Merci, je vais évacuer quelques SMS avant de vous prendre Philippe Nanga. Bonjour à tous les membres sur le plateau. Je suis Noucha du côté de Douala. Juste vous dire que je suis tout à fait... que je suis de tout cœur avec l'homme en barbe blanche. Je partage le même avis. Tiens, quelqu'un a remarqué votre barbe blanche. Salut, c'est Rodrigue. Je m'excuse. Le respect des droits de l'homme, d'après vous, dites-moi, mon frère, pour un individu qui, après une plainte... Alors, j'ai vraiment du mal à déchiffrer votre message, mon cher Rodrigue. Hein. Prière de réécrire. Rappelez les policiers révoqués, comment faire avec la paix. Là encore, Mireille, votre message a beaucoup d'abréviations et je suis un peu égaré. Hein. Alors, je vais évacuer autre SMS. L'avocat du RDPC prétend qu'il est impossible de dialoguer. La question que je pose est de savoir que M. Ngongo a négocié la libération. Enfin, on va dans tous les sens. Hein. Dans un pays en trouble, est-ce que c'est l'armée qui doit déposer les armes ou bien les groupes inconnus de ces régions? En passant, l'armée réagit avec renseignement, surtout, dites au monsieur en chemise bleue qu'il n'en connaît rien concernant l'armée. C'est extrêmement... Alors, Philippe Nanga, je voudrais qu'on sorte de ce sujet-là avec une piste de solution. Tout à l'heure, Maître Fidèle parlait de la bataille acharnée contre la corruption qui pourrait stopper l'impunité observée dans le milieu de la justice où les abus en matière de détention sont monnaie courante. Ça, c'est sûr que ça va être très compliqué. Très compliqué parce que c'est comme une gangrène. Je me souviens, nous étions en mission de travail sur le terrain à Kiossi, où la frontière est censée être ouverte de part en part, en tout cas pour ceux qui veulent aller dans la première ville, à Ebébéine. Mais nous avons constaté que tout le monde paye 2000 francs. 2000 francs, vous payez 2000 et puis vous traversez, vous allez faire vos achats et vous revenez. C'est connu tout le monde. Et donc, on a cherché. Nous travaillons pour la libre circulation des personnes et des biens en Afrique, et en particulier en Afrique centrale. Et donc, nous sommes contre tout ça, les barrières partout. On a fait un séminaire là-bas, et donc, c'est un officier de police qui m'a dit, monsieur Nanga, ce que vous faites là est très bien, mais ce sera compliqué que ça s'arrête, qu'il y ait la libre circulation. Parce que, pour le moment, il y a beaucoup de gens qui vivent des barrières aux frontières. Donc, si vous enlevez les barrières aux frontières, des gens qui vont se tomber en ruine. Donc, je crois qu'on en rigole, mais c'est un mal systémique. Et donc, c'est très compliqué.
C'est très compliqué. Et toute analyse faite, il semble que la solution, c'est de quitter ce système, d'arrêter avec ce système. Parce que ce n'est pas un mal isolé. La corruption, les détentions, les abus et tout ça, ce n'est pas isolé. C'est un maillon. Donc, c'est un mal qui rentre dans un système et donc pour le détruire, il faut détruire le système. C'est la solution. Parce qu'on ne voit pas comment. Il y a un enracinement très fort. J'ai tellement d'exemples de cas de violation sur le terrain. Si on vous raconte des choses, c'est bizarre. Comme il dit, on me prend votre pièce ici. Moi, un jour, on m'a dit, vous avez violé le feu. Je dis, non, c'est pas vrai. Après, on me dit, non, il faut payer. Je dis, non, je n'ai pas à payer ici. Faites-moi la contravention. On m'a fait un papier. Mais pourquoi je paye ça à la communauté? J'ai passé des jours. Vous savez pourquoi? Parce que le gars qui est censé recevoir cet argent-là, lui, il reste, puis on ne vient jamais payer. Ça se paye toujours en route. Donc, il était surpris de me voir venir payer. Donc, tellement, c'est un problème, c'est un mal profond. On en rigole. Mais je vous dis, le ministre a parlé. Il a parlé, c'était avant-hier, je pense. Mais je peux vous mettre au défi. Vous êtes un média. Prenez votre caméra et baladez-vous. Laissez le mois de décembre passer. Hein. Mais à partir de janvier, baladez-vous dans les commissariats. Et invitez-nous qu'on vienne faire le point sur le respect de cette disposition concernant les gardes à vue. Vous allez voir que ça n'a pas changé. Le ministre a parlé, mais les gens qui sont auteurs de ces violations, ils buvaient leur vin tranquille dans leur salon en disant ils racontent quoi là. Et ils savent que le ministre ne va jamais descendre sur le terrain. Que le gouverneur, comme Maître dit là, un procureur ne peut pas demander à un gendarme, à un commandant de respecter et il s'en fout. C'est pas un pays là. On n'est pas dans un pays, on est sur autre chose. Donc ça, ce sont des cas, ce sont des faits. Comme j'allais répondre à mon ami là, je n'en sais pas grand chose en ce qui concerne les armes et tout. Mais nous, on raconte les faits. Nous, c'est les faits. C'est comme on voit sur le terrain. On ne sait pas les stratégies et machins militaires. Nous, on voit des choses. On vient dire ici, on vient demander que les responsables puissent faire arrêter les violations que nous voyons sur le terrain. Et nous savons qu'il y a des dispositions qui encadrent, n'est-ce pas, la sécurité des populations et le bien-être des populations. Et nous agissons et nous parlons, nous intervenons en fonction de ces dispositions qui existent. Donc je pense que le ministre sait que les gardes à vue existent et ces gardes à vue abusifs existent. On a nos collègues dynamistes qui ont été arrêtés pendant 10 jours. On les a baladés comme ça. Moi-même, j'ai déjà été arrêté plus d'une fois. Une fois, c'était ici à la région. J'ai passé une journée entière. On me faisait balader de machin. On ne savait pas. Et je suis quitté de moi-même sans que finalement... parce qu'il n'y avait personne pour prendre la décision soit de me relaxer, soit de me garder. Donc on m'a fait passer une journée entière là. Vous allez voir tel, vous allez voir tel, vous allez voir tel. Donc pour vous dire que quand on explique ce régime, ce qui se passe dans notre système, il est grave. Il est grave. Donc quand vous posez la question comment on en sort face à attaquer au système, c'est un mal systémique. Ce n'est pas un commissaire qui fait, ce n'est pas un officier de police, c'est tous les commissariats du Cameroun. C'est tous les commissariats du Cameroun. Dans ces commissariats, vous avez des officiers qui respectent les règles. Mais vous avez leurs collègues qui violent les règles. C'est ce qui se passe quand je dis c'est tous les commissariats, c'est pas que c'est tous les commissaires, non. Mais c'est que dans tous les commissariats, on viole les règles. Vous allez trouver des officiers qui sont respectueux des lois, mais vous allez trouver leurs collègues qui piétinent les lois. Et donc on vit ça chaque jour. Et pour combattre ça, ce n'est pas un discours du ministre. Non, ce n'est pas un discours du ministre. Le ministre, il reçoit les rapports de nos organisations chaque mois, chaque année. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en fait? Le ministre, il sait qu'il peut s'appuyer, il sait qu'il y a des organisations de défense de l'homme qui existent. Pour régler ça, le ministre nous convoque, il nous appelle, il dit que bon voilà, je vous fais un mandat. Monsieur Nanga, Maximilien, Jean-Marie Coco, qu'on connaît ici, vous avez un mandat pour descendre dans les commissariats. Si vous trouvez un gars là-bas qui est gardé à vue alors qu'il a un domicile, vous me faites un rapport. Je vous donne une semaine, il n'y aura plus de garde à vue abusif.
Donc, ils savent ce qu'il faut faire. Non, ils connaissent la solution. Non, vraiment. C'est pas votre rapport n'est pas, n'est pas la Bible, comme doit croire. De ce sujet avec vous, Maître Achou. Mais je voudrais qu'on sorte peut-être de ce sujet, vous direz un mot, Maître Achou, et qu'on évolue parce qu'il y a une dernière dorsale, un dernier sujet, notamment le sujet de la corruption. On a d'ailleurs commencé à amorcer cette thématique-là. Peut-être un mot sur les gardes à vue et ensuite, je vais revenir vers vous avec la seule et unique question. On sort de la corruption comment? Non, je dis que le rapport, n'est pas des sociétés civiles ou bien n'importe qui, n'est pas une Bible qu'on doit seulement suivre. Parce que quelqu'un a dit. Non. Si vous avez fait le rapport, laisse le ministre apprécier, il va apprécier. Dans tous les cas, il y a déjà les procureurs qui sont déjà chargés de veiller à ce que les gens, n'est-ce pas, veiller à contrôler les cellules partout. Et ils doivent faire ça chaque jour. Mais il se pose un problème. Il n'y a pas assez, n'est-ce pas, de staff pour le faire. Maintenant, donc cela veut dire, pour régler ce problème, il faut assez de magistrats pour faire ce travail. Ce n'est pas à la société civile de faire le travail des magistrats, pour aller dans les commissariats vérifier les cellules. C'est parce que le magistrat peut arriver là-bas, il dit, monsieur, vous faites quoi ici? Il vous demande sortez. Allez-y, rentrez-vous. Les procureurs ont le droit. Mais est-ce qu'ils font c'est ça le problème? Parce qu'ils constatent que c'est un problème des staff, ils n'ont pas le temps matériel pour le faire. Quand cela ne tient, ils vont noter que... Il y a les procureurs qui ont souvent la volonté de le faire, mais ils se heurtent souvent à la résistance des commandants. Je vous ai dit, oui. Cela veut dire que... Ils menacent le procureur. Oui, cela veut dire, lorsque la détention maintenant devient abusive, il y a une commission qui a été créée, n'est-ce pas, pour saisir contre la personne qui vous a mis en détention abusivement. C'est parce que les gens n'aiment pas, n'est-ce pas, assurer les droits. Ça, c'est un droit. Lorsque vous êtes détenu abusivement, vous avez le droit de saisir cette instance. On va vous compenser, si ça veut que c'est vrai. Mais il faut noter que la corruption, n'est-ce pas, a commencé depuis le temps d'Adam et Ève. Donc, c'est un fléau qui est difficile à gérer. Et lorsque c'est difficile à gérer, il faut avoir beaucoup de tact pour le faire. Comme vous avez dit, il y a des Camerounais qui sont bons, il y a ceux qui sont mauvais. Lorsque vous êtes bon, vous êtes bon. Lorsque vous êtes mauvais, vous êtes mauvais. Mais comment faire pour sortir ce gangrène qui est mauvais? C'est très compliqué. C'est très très compliqué. Donc, je dis qu'en bavardant comme ça, n'est-ce pas, nous sommes en train d'éduquer la population en disant qu'ils ont certains droits. Ce n'est pas moi de venir, n'est-ce pas, faire en telle sorte que vos droits sont respectés. Vous avez le droit vous-même de faire et assurer, et faire respecter vos droits. Un commissaire, un policier ou un gendarme ne peut pas vous contraindre de dire ce que vous ne voulez pas. Les gens doivent savoir. Ils doivent prendre les responsabilités également. Et il faut noter que vous ne pouvez pas bagarrer dans un lieu policier ou gendarmerie parce qu'on va vous tuer là-bas. Ne tentez pas. Si vous estimez que vous allez là-bas, les gens sont hostiles, gardez-vous tranquille, faites même la boule de dire rien. Ils n'ont pas le droit de vous violenter. La seule chose qu'ils vont garder maintenant à vue, peut-être 48 heures. Après ça, ça devient abusif. Si ce n'est pas autorisé par le procureur. Donc, c'est cette éducation qu'on doit dire au peuple. Qu'eux-mêmes, ils doivent commencer d'abord à défendre leurs propres droits avant que les autres interviennent. Parce que s'ils ne défendent pas leurs droits, c'est difficile pour les acteurs de le faire. Vous êtes en cellule pendant une semaine. Saisis le procureur. Même si le commandant refuse, à ce moment-là, vous pouvez l'attaquer devant cette commission. Et on va couper son salaire pour vous payer. Alors, Maître Fidèle Diop, ici, il y a un panéliste qui nous a écrit un message. La question qu'il souhaitait adresser, celle de savoir, pour le paiement de loyer de 2 mois, peut-on garder une personne dans une cellule d'un commissariat jusqu'à chercher à le déférer? C'est Ibrahima de Ngaoundal qui nous a écrit ce message. Vous y répondez certainement et on aborde le sujet sur la corruption. Vraiment, on en sort comment, Maître Fidèle Diop, ici? Je réponds à la question. Allez-y, allez-y. Non, l'infraction de filouterie de loyer n'est constituée que lorsque le locataire n'a pas payé 3 mois de loyer. Ce n'est pas juste seulement 2 mois. 3 mois de loyer. Donc ceux qui ont des bailleurs qui mettent de la pression au bout de 2 mois. Il y a 3 mois de loyer, ça c'est un élément. Deuxième élément, il faut avoir sommé, il faut avoir mis en demeure de payer, donner un délai d'1 mois pour payer. Et troisième élément, il faut que le contrat de bail soit enregistré. Donc si le contrat de bail n'est pas enregistré, l'infraction n'est pas constituée. Non, pour ce qui est de la corruption, on sait qu'il y a des mécanismes qui existent, mais là, on a atteint un niveau critique au Cameroun. Pour sortir de la corruption, ce n'est pas une fatalité, il faut le dire.
Et même si elle existe depuis Adam et Ève, comme vient de dire le confrère aîné Maître Achou, ailleurs, les gens ont réussi à réduire l'intensité. Parce qu'on doit faire des efforts pour réduire, pour atténuer, pour atténuer la corruption. Et c'est ces efforts que nous devons faire chez nous. Mais nous observons que le régime en place n'arrive pas à réussir depuis des années. Vous voyez, il y a toute une inflation d'organismes qui luttent pour la corruption, qui luttent contre la corruption. Mais dont les résultats ne sont pas satisfaisants. Il y a Consupé, il y a CONAC, il y a ANIF. Et tous ces on ne voit pas on ne voit pas de résultats. C'est-à-dire on ne parvient pas à atténuer la corruption dans notre pays. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le régime se nourrit de la corruption. Et ce régime connaît la solution. Et il connaît la solution, mais ne va pas l'appliquer. Pourquoi on crée des organes de lutte contre la corruption auxquels on ne donne pas de véritables prérogatives? Pourquoi? Parce qu'on sait que si on laisse ces organes, parce que si on laisse l'ANIF, si on laisse la Consupé, si on laisse la CONAC travailler normalement en lui donnant des prérogatives, et la corruption va reculer. Et c'est ce que le professeur Maurice Kamto a proposé dans son programme, s'agissant de la lutte contre la corruption. C'est-à-dire, c'est de donner à l'ANIF, à la CONAC, ou bien au Consupé, ou bien à un autre organe, parce que dans notre programme, nous pensons même reformer ces organes, et leur donner des véritables prérogatives. La prérogative, c'est quoi? C'est de leur donner les prérogatives d'officiers de police judiciaire, qui permet que lorsque la CONAC est saisie d'une dénonciation de corruption, ou bien que lorsque la CONAC, dans ses investigations, découvre qu'il y a un fait de corruption, elle engage la procédure de poursuite, elle engage la poursuite devant le tribunal, et que celui qui est soupçonné aille se défendre là-bas. Mais aujourd'hui, quand la CONAC ou Consupé font le rapport, il faut adresser à M. le Président de la République. Et on met dans le tiroir et on sort par à coup, on sort, ça dit, selon les objectifs qui sont poursuivis, selon, on sort au gré des objectifs politiques. C'est-à-dire, si on veut, si on trouve que tel est un peu nuisible sur le plan politique, on va aller sortir son dossier pour dire que, attention, vous avez été dans telle fonction et pendant ce moment, vous avez détourné de l'argent. Alors que si... Ça, c'est le détournement, pas la corruption. Non. Quand on parle... Le détournement, c'est aussi une autre forme de corruption. C'est une autre forme de corruption. Parce que la corruption, c'est pas seulement le fait, c'est pas seulement le fait, et ce qui est défini dans notre code pénal, c'est-à-dire le fait de donner pour amener un fonctionnaire à s'abstenir d'accomplir un acte, ou pour l'amener à accomplir un acte. Le fait que vous prenez, vous confondez l'argent du public, les deniers publics, le bien public avec votre bien personnel, c'est de la corruption. C'est ça la définition de la corruption de façon globale. Donc, lorsque Consupé fait le contrôle, c'est pourquoi? C'est pour voir si on a détourné. Et lorsqu'on détourne, c'est de la corruption. C'est de la corruption. Donc, on ne peut bien combattre la corruption chez nous qu'en donnant à ces organes les prérogatives d'officiers de police judiciaire, c'est-à-dire qui leur permet de saisir directement le procureur de la République pour exercer des poursuites, ou même saisir directement le tribunal, parce que c'est possible dans d'autres, par exemple les agents de eaux et forêts, ou même les agents de l'administration fiscale. Ils ont ces agents ont ces compétences de saisir directement même le tribunal, même par citation. Donc, il y a ça qu'il faut donner à ces organes pour les rendre efficaces. Et également, il y a l'application de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens. Il faut la mettre en application. Il faut appliquer cette disposition. Autre chose qu'il faut pour bien combattre la corruption, c'est ce que ce régime a évité de faire lors de la révision
du code pénal. C'est d'instituer l'infraction de l'enrichissement illicite. Il faut qu'on a qu'à un moment dans ce pays que chacun puisse justifier ses revenus. Que l'on puisse avoir une traçabilité des revenus des gens. Que si j'achète une voiture, qu'on sache quand même que j'ai gagné des honoraires pour l'avoir. Que ce ne soit pas que parce que j'ai porté les valises pour aller chez un magistrat pour corrompre pour avoir cette voiture. Que l'on voit comment j'ai gagné des honoraires. Donc il faut ça. Et ce régime évite ça. Donc je dis que le régime a la solution. Mais comme il se nourrit de la corruption, vous vous souvenez du débat qu'il y a eu dans cette affaire d'enrichissement illicite, quand le ministre garde des Sceaux Laurent Esso est passé à la télévision pour dire vous voulez que lorsqu'on voit un Camerounais qui a porté une belle chaussure, qu'on vienne dénoncer. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsqu'on voit un Camerounais qui a conçu un gros immeuble, qui est un fonctionnaire, qui touche 200 000 francs et qui construit un immeuble de 300 millions, il faut qu'il nous explique. Philippe Nangaji arrive. Comment on a tenu le phénomène? Visiblement, tout à l'heure, Maître Fidèle Djoumbissi disait qu'il fallait renforcer les prérogatives des mécanismes déjà existants. Il faut absolument promulguer la loi sur la déclaration des avoirs et puis peut-être pénaliser l'enrichissement illicite. Je pense que les solutions sont connues, effectivement. Nous, depuis quelques années, nous avons lancé une campagne justement pour l'application de l'article 66 parce que ça concerne beaucoup de gens. Ça concerne beaucoup de gens et nous, d'ailleurs, quand je dis nous, là, c'est dans le cadre de notre réseau Dynamique Citoyenne, nous avons fait nos analyses et estimé que si tous ces responsables aujourd'hui qui gèrent les fonds publics déclarent leurs biens, parce qu'ils savent qu'il y a une commission, vous déclarez à l'entrée, vous déclarez à la sortie. Et justement, à la sortie, on va pouvoir faire le lien entre ce que vous avez eu au début et ce que vous avez à la sortie. On peut tracer, on peut faire le lien avec vos avoirs et dire attention, quand même, votre salaire ne vous permettait pas en 3 ans, en 10 ans, d'avoir 3 immeubles, 2 camions, ainsi de suite. Donc, pourquoi est-ce que le régime refuse d'appliquer, n'est-ce pas, cet article 66, bientôt 30 ans? Donc, nous avons des solutions. Je pense que Maître Djoumbissi, et je pense que Maître H ne va pas nous démentir là-dessus, il semble que le régime se nourrit de la corruption. Alors Philippe Nangaji, je vous permets de répondre. Il ne va pas se soustraire de sa nourriture. Sinon, il va disparaître. Philippe, une téléspectatrice de Bonanjo nous fait savoir, nous demande d'ailleurs pourquoi est-ce qu'on envisage la corruption seulement sous le domaine de la finance. Peut-être parce que c'est ce côté-là qui fait le plus mal aux caisses de l'État, mais c'est un problème général. Est-ce qu'une prise de conscience collective ne devrait pas être également... Mais quand on parle de la corruption systémique, c'est qu'aujourd'hui, il y a la corruption morale, n'est-ce pas, qui gangrène le pays. Quand vous voyez les responsables qui mettent à, je disais, quand on vous donne une petite responsabilité, vous pensez que c'est votre propriété privée, vous usez de cela pour, n'est-ce pas, abuser, n'est-ce pas, des usagers, violer les usagers, les lois. C'est parce que justement, les gens, c'est une forme de corruption. Quand vous utilisez votre posture, votre position, n'est-ce pas, pour obtenir des biens matériels ou autres, c'est la corruption. Donc, je pense que les solutions, on les connaît. Il y a des lois qui existent déjà. Il y a des dispositifs qui existent. Et tout le monde le dit d'ailleurs. Hein, le Cameroun est un pays qui a beaucoup de bonnes lois. Beaucoup de bonnes lois. Mais qui ne sont pas du tout appliquées. Pas du tout appliquées. Et donc, on tourne en rond sur des sujets pour lesquels on a des solutions qui ont été trouvées à travers des lois et des dispositifs depuis longtemps, mais sauf que ce n'est pas appliqué. Pourquoi ce n'est pas appliqué? Parce que, généralement, les personnes chargées d'appliquer ne font pas leur boulot. Et pourquoi ces personnes ne font pas leur boulot? Parce qu'il y a une machine derrière qui prescrit qu'on ne suive pas, qu'on ne respecte pas les engagements, qu'on ne suive pas ceux qui doivent, l'impunité, comme on dit, qu'on ne suive pas ceux qui doivent assurer un certain nombre de fonctions, un certain nombre de, n'est-ce pas, je vais dire, des responsabilités. Je crois que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui dans notre pays. Nous devons penser global. Parce que moi, je dis toujours, quand on parle de la corruption, quand on parle de détournement, quand on parle de violation, des abus et autres, et qu'on veut résoudre ça de façon isolée, on ne va pas s'en sortir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les crises que nous connaissons dans notre pays imposent qu'on s'arrête un moment et qu'on en discute
qu'on repense notre pays. Vous avez parlé d'une question d'état d'esprit. C'est le président de la CONAC qui disait qu'il faut s'en remettre à Dieu. C'est-à-dire qu'on a tout essayé, ça n'a pas marché. Pour lui, la seule solution, c'est de s'en remettre à Dieu. Je pense que Dieu ne va pas descendre pour régler nos problèmes. Je ne suis pas sûr qu'il le fera. C'est vrai, nous croyons en Dieu, mais Dieu nous a donné suffisamment d'intelligence pour qu'on s'asseye autour de la table et que nous-mêmes on trouve des solutions aux problèmes qui nous affectent. Alors, Barista, Oui. faut-il s'en remettre à Dieu comme là? Je ne suis pas l'a d'accord dit parce face que à je cette me situation. rappelle, dans le système anglo-saxon, dans le Cameroun occidental, qu'est-ce qui s'est passé? Les ONG, comme ce que j'ai mon ami Nanga, piéger les magistrats, piéger les policiers, piéger les gendarmes, c'est-à-dire les fonctionnaires. C'est-à-dire eux, lorsqu'ils voient un dossier, n'est-ce pas, lequel la corruption est monnaie courante, ils viennent, ils montent un dossier, ils piègent, n'est-ce pas, le responsable de ce genre de forfait. Ils piègent ces personnes qui ont instauré la corruption chez lui. Et quand ils montent ces dossiers maintenant, ce sont eux qui ramassent les preuves. Et lorsqu'ils ramassent les preuves, eux-mêmes déposent plainte contre cet individu. Je me rappelle, il y avait un certain monsieur à Songani, un magistrat, qui est parti en prison de Limbe à cause de ça. Il a été piégé avec l'argent. On a venu le surprendre avec l'argent dans son bureau et il a fait la prison. Un magistrat. Comme les ONG ont peur maintenant de le faire. Parce que c'est la même façon. Tant qu'il n'y a pas de plaignant, c'est difficile d'arrêter la corruption. Vous voyez le côté de citer le président de CONAC qui dit que bon, il est dépassé. Mais tant qu'il n'y a pas de plaignant, ce serait difficile d'arrêter. Parce que ce que les gens ne savent pas, lorsque vous venez dénoncer, n'est-ce pas, vous avez de l'humilité. Lorsque vous dites que bon, telle personne, j'ai donné l'argent à telle personne pour faire ceci, faire cela, voici les preuves. Vous qui avez dénoncé, vous ne serez pas poursuivi. C'est ce que les gens ne savent pas. Or, nous les Camerounais, nous pensons que c'est quelqu'un d'autre qui doit faire ce travail. Or, c'est nous les Camerounais c'est nous-mêmes à le faire. On ne peut pas attendre les institutions. Tout le monde veut seulement blâmer le régime. Comme si le régime, n'est-ce pas, elle fait des extraterrestres. C'est nous-mêmes qui sommes dans le régime. Nous les Camerounais. À partir du moment où le Camerounais ne veut pas dénoncer un corrupteur, dénoncer la corruption, vous voulez qu'on règle ça comment? Donc il faut une prise de conscience collective. Merci, Merci malheureusement. Merci malheureusement, Les Camerounais dénoncent la corruption tous les jours. À qui? Tous les jours. Auprès de la CONAC. Devant le tribunal. Auprès de la CONAC. C'est une infraction. Va au tribunal. Non. Maître Fidèle Diombissi, merci d'être venu ce dimanche. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun, membre du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Merci et bon dimanche. Je vous en prie. Maître Achou Julius Ngotabe, barista, merci d'être venu. Vous êtes également avocat au barreau du Cameroun et vous êtes militant du RDPC. Philippe Nanga de la société civile et Un Monde Avenir, merci en tout cas d'être venu. Ce dimanche, Maître Fou nous a fait faux bon et il apparemment n'a pas lu le message intégral sur l'heure du début de ce programme et il s'en excuse. Chers téléspectateurs, merci d'avoir contribué au débat ce dimanche. Je vous retrouve dimanche prochain avec d'autres invités et d'autres thématiques. Bien le bonjour.